فكرنا قلنا أول مرة بتاتر لي زيتيديون حين يعرفوا الشيوخ تاعهم واش قاعدين يديروا. حيكون ان سيرتان كونتاكت ما بين اتيديون و اونسينيون. كل واحد حنا على بالنا بلي لي زونسيون تاعنا قاعدين يديروا في لا ريشيرش، كل واحد في الدومين تاعو. على بالنا بلي درنا ديجا دار الانستيتيو تاعنا بالاول دار اون كونفيرونس وكل واحد في التيم تاعو. سي بون بالك ما نفهموش مليح مي بلوز او موان راح نهزو اون ايدي على لو طرافاي. بوتيتر هذا الشيء راح يخلينا من بعد نخدمو ونوليو بوتيتر كيفهم في لا ريشيرش ان شاء الله. بون كاين معنا اليوم نورمالمون سيتي مسيو ممشى معروف، هو ديريكتور داسيجي تاعنا جيني الكتريك. مات كونفيرونس فوالا. مسيو مجلدي ديجا مسيو ممشى قراني 3 سنين ديوا وانجينيور عام هدا. مسيو مجلدي قراني عام الكتريسيتي ودرت معاه في بروجي de fin d'études. Je le remercie une deuxième fois. Monsieur طبيعة دكويجا قريت عنده عامين 2 ans. Première année ديوا و deuxième année ديوا. ونورمالمون يكون معنا مسيو يحمدي. ما نعرفوش انا بيرسونيلمون، peut-être عام جاي لا وحنا كنقولوا نقرا عنده. ونورمالمون عند لي زونسيون معنا ثاني. بون دوك يجيو peut-être واحد ثلاثة هكذا. ديجا مسيو يوسي هو هنايا ديما بري مسيو يوسي. بون الأول راح يكون مسيو ممشى راح نهنيك على المناسبة هذه، ونتمنى المناسبة هذه تستخلصوا منها عبر، تبقاش غير حفلات برك دي باساج كوم سا. faut en tirer vraiment profit. Il faut dire qu'il y a des gens avant vous qui ont pris justement comme symbole de ce 19 mai le sacrifice et le travail. Je crois que c'est les mots-clés qu'il faut retenir plutôt que l'aspect de fête. Parce que finalement, on a l'impression que ces événements deviennent à la limite des fêtes. On oublie le fond et le pourquoi de ces choses-là. Donc il faut peut-être ressourcer un peu vos mémoires et votre histoire de la jeunesse algérienne et des étudiants, pour dire que finalement, le 19 mai, c'était d'abord une journée de sacrifice. Quant à ce qui m'a été demandé, il m'a été demandé de la part du club des étudiants qui sont là, ils avaient l'initiative d'organiser une conférence qui ne porte pas sur un thème précis. C'est une conférence d'ordre général pour la culture des étudiants. Donc moi j'ai trouvé que l'initiative était louable et je leur ai proposé de prendre contact avec différents enseignants, pourquoi pas, s'ils ont quelque chose à proposer. Ceci, ça ne veut pas dire que l'enseignant va proposer exactement ce qu'il fait, mais beaucoup plus, on le prend comme de la vulgarisation. Donc si vous voulez, c'est une forme d'information scientifique sur les différents spectres du génie électrique à travers des exemples qui sont présentés par des enseignants qui sont assez divers. Voilà, s'ils me le permettent, je peux commencer mon exposé, s'il n'y a pas de choses à... Mais puisqu'on m'a demandé de faire une conférence, je me suis dit tiens, j'ai quelque chose de préparé qui est justement à caractère très général, qui est justement les matériaux diélectriques dans le domaine du génie électrique, et plus particulièrement, on va s'intéresser à un des aspects d'étude qui est le claquage. Donc si vous voulez, quand on parle de matériaux de manière générale, on peut parler d'abord de l'élaboration, de l'exploitation, de la caractérisation. Nous, on va s'intéresser à un aspect de la caractérisation qui est le claquage. Donc je rappellerai quelques généralités sur le claquage, donc les définitions de base pour vous mettre un peu dans le sujet. Je parlerai du claquage des gaz qui est un peu à l'origine de toutes les théories du claquage qui sont translatées vers les autres types de matériaux. Ensuite, le claquage des solides, le claquage des liquides, et enfin, une perspective qui vous donne des informations sur
plutôt les orientations des différentes recherches actuellement dans le domaine. On sait qu'actuellement, les consommateurs d'énergie électrique sont de plus en plus exigeants, soit en termes de qualité d'énergie, soit en quantité. On dit les qualités, c'est des demandes qui sont de plus en plus importantes, et des qualités avec une qualité de service et des types de secteurs qui sont de plus en plus exigeants. Donc ces deux exigences poussent finalement les fabricants de matériel électrique à se pencher vers différentes options, parmi lesquelles les matériaux électriques prennent une place assez importante dans ce problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc parmi les aspects d'étude des matériaux électriques, le claquage tient une place non négligeable dans cette caractérisation de ces matériaux. Il faut définir d'abord le claquage. C'est un problème pluridisciplinaire, donc qui intéresse aussi bien l'électrotechnicien, l'électronicien, le physicien que le chimiste, donc il est pluridisciplinaire. Actuellement, il attire l'attention de beaucoup de chercheurs, aussi bien universitaires qu'industriels, et surtout des distributeurs d'énergie électrique. Et il présente aussi une importance pour les institutions internationales spécialisées, les claquages. Donc on le définit d'abord comme un changement d'état brusque et irréversible, donc il y a deux aspects, l'aspect brusque et l'aspect irréversible, qui se manifeste par une perte de propriété isolante. Donc vous avez une perte de la propriété isolante qu'on appelle claquage. On le définit aussi comme une phase ultime résultant d'un ensemble de phénomènes qui se produisent soit à l'échelle réduite, l'échelle de la microseconde, c'est le cas par exemple des claquages des gaz, ou à l'échelle relativement longue, à l'échelle des années par exemple, c'est le cas par exemple de claquage des solides sous l'action des charges partielles, qui est un phénomène relativement long. Donc ce phénomène qu'on a caractérisé par son aspect brusque et irréversible, il a quelques caractères généraux qui sont généraux, ça veut dire c'est des caractères aussi communs, différents types de matériaux. Le premier caractère, c'est le caractère brusque, c'est-à-dire qu'il apparaît à des temps relativement courts, de l'ordre de la microseconde. Il est irréversible, ça veut dire que quand on maintient une tension appliquée, l'état conducteur persiste. Donc ça, c'est l'effet d'irréversibilité. Et après suppression de la tension qui est justement la source de claquage, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit l'état isolant peut se rétablir, donc on perd l'état conducteur, soit cet état conducteur persiste. Le troisième caractère de ce claquage, c'est la non-reproductibilité. Là, les essais en laboratoire, aussi bien qu'en industriel, ont montré que le phénomène de claquage est un phénomène assez dispersé, c'est-à-dire qu'il se reproduit d'une manière aléatoire. Cette reproductibilité va de l'ordre de quelques pourcents dans le cas les plus favorables. C'est le cas par exemple des gaz qui sont relativement bien propres, et il peut voisiner les 100% dans des situations assez fâcheuses comme le cas des liquides avec des traces d'impuretés. Le quatrième caractère de ce claquage, c'est le caractère localisé. C'est-à-dire qu'il a lieu dans un point de l'appareil bien précis. Donc il affecte une partie de l'isolation en tension et non l'ensemble de l'isolation. C'est le caractère localisé. En plus de ces caractères, il existe quelques caractères dont dépendent ce phénomène de claquage, comme la température, la pression, la forme de la tension appliquée, l'environnement, donc la conductivité thermique de l'environnement, l'état du matériau, suivant qu'il est pur ou polié, et la géométrie des électrodes, donc la configuration du champ auquel est soumis ce matériau. Donc un des aspects importants du claquage qui a attiré notre attention, c'est l'aspect statistique de ce claquage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des essais en laboratoire et l'analyse ou l'expertise des défauts qui surviennent dans les appareils électriques montrent finalement que ce claquage possède un aspect statistique très prononcé. Donc il y a eu des études, des théories qui ont été développées pour l'étude de cet aspect statistique, particulièrement la théorie de Joule, qui a été utilisée surtout pour la détermination de la défaillance des isolations électriques, donc la probabilité de défaillance, sur l'étude des vieillissements des liés sur différentes contraintes, ou bien sur l'évaluation de la durée de vie de l'appareil. Elle a été aussi étudiée pour la détermination de la probabilité de claquage sous une contrainte donnée, par exemple une contrainte champ ou tension. On peut déterminer la probabilité du claquage d'un élément. Pour cela, à titre d'exemple,
Je vous présente ici, à titre d'exemple, la probabilité de claquage en fonction de la tension d'un film de polypropylène utilisé pour la construction des condensateurs de compensation d'énergie réactive. On voit que cette probabilité, en fonction de la tension, on voit par exemple qu'il y a de faibles probabilités pour qu'il y ait claquage autour de 3 kV. Par contre, la probabilité moyenne de claquage se situe aux environs de 8,5 kV. Ça vous donne déjà, donc plus la tension augmente, plus la probabilité de claquage devient importante. Ça, c'est un exemple de l'utilisation de la statistique de Weibull pour déterminer la probabilité de claquage sous une contrainte donnée qui est dans ce cas-là la contrainte tension. Les particularités des gaz. C'est encore mieux. Les particularités des gaz, ils sont connus pour leur faible permittivité diélectrique. Donc, dans ce cas, le phénomène de polarisation est relativement négligeable. Il y a absence d'ionisation. Ionisation, on verra tout à l'heure, finalement, c'est un phénomène, quand on dit absence, c'est à champ relativement réduit. Donc, les pertes électriques sont quasiment faibles ou négligeables à des niveaux de champ relativement bas. Par contre, dans les gaz, la pression a une grande influence, surtout sur les chocs moléculaires et sur les chocs molécules-parois. Et les gaz possèdent aussi un libre parcours moyen, qui est la distance entre deux chocs successifs. Les porteurs de charge dans les gaz sont soit les ions, soit des électrons. Et il faut donner, je vous donne l'ordre de grandeur de la mobilité des ions dans le gazeux par rapport aux ions dans les liquides, qui est ordre 10,3 à 10,4 fois plus important dans les gaz que dans les liquides. Généralement, le phénomène de claquage dans les gaz est initié par ce qu'on appelle un phénomène d'avalanche. D'où on va définir qu'est-ce que c'est que l'avalanche électronique qui est à la source du claquage dans les gaz. Donc ce phénomène d'avalanche est initié par une phase d'ionisation qui n'est autre qu'une dissociation de molécules de gaz en ions. Donc cette dissociation se fait soit par bombardement d'électrons, soit par d'autres particules, soit par choc d'électrons. Donc ça, si vous voulez, c'est les agents ionisants, les agents qui peuvent conduire à l'ionisation de ces particules de gaz. On définit l'avalanche électronique comme un phénomène de multiplication. Si par exemple vous avez un électron qui se déplace dans un milieu où il existe un champ électrique, sous l'action de ce champ, vous avez collision électron-molécule, donc dissociation en ion. Ces ions entrent en collision avec d'autres molécules, donc si vous voulez, vous avez un phénomène d'avalanche, ce qu'on appelle une avalanche, donc une multiplication ionique par choc successif d'électrons avec les molécules. Conséquence de cette avalanche électronique, il apparaît une décharge dite non autonome par le fait qu'elle est due à un facteur ionisant qui est dans ce cas-là le champ électrique. Puisque c'est le champ électrique qui est le facteur de déplacement des électrons dans ce milieu-là et qui engendre, donc, si vous voulez, l'ionisation. C'est pour ça qu'on l'appelle agent ionisant. L'importance de cette avalanche électronique se voit à travers la multiplication qui est déterminée par un facteur qu'on appelle le coefficient de Towson. Il est défini, alors à la distance x, nous avons une multiplication qui est égale à 1 à x, qui est égale à 1,0 exponentielle à 5. Et ici, initialement, nous avons une densité de courant J0. Par avalanche électronique, ce terme de J0 devient J0 exponentielle à 5. Donc vous avez un courant d'avalanche. Ce facteur de multiplication, il dépend d'un certain nombre de facteurs, particulièrement dans la nature du gaz. On voit ici que ce alpha est plus élevé dans le cas des gaz rares. C'est pour ça que les gaz rares sont utilisés pour justement faire des lampes à décharge, ici. Par contre, dans le cas des gaz électronégatifs, ce facteur il est relativement plus faible. Facilité de non-facilité d'ionisation qui fait que nous avons une application dans un tel domaine. Le deuxième facteur dont dépend la valeur de l'alpha étant le champ électrique, puisqu'on vient de le souligner, il agit comme un facteur externe ionisant. La pression joue un rôle important dans les phénomènes d'avalanche et donc dans le phénomène de multiplication à travers un terme que vous voyez ici, qui est alpha sur P, P dans la pression égale à exponentielle modulée P sur E, E dans le champ, et les facteurs A et B c'est des constantes pour un gaz donné dans des conditions de température et de pression. Je vous ai donné un ordre de grandeur pour le cas de l'air à une pression donnée, la pression atmosphérique,
A étant de l'ordre de 15 et D 365. Donc je voulais ce phénomène d'avalanche dit d'avalanche électronique peut être d'une autre nature. Dans le cas des valeurs de champ relativement élevées ou des faibles pressions, il peut exister des effets secondaires. Parmi ces effets secondaires, il y a l'émission cathodique. Cette émission cathodique se traduit par un autre élément ou un autre coefficient de multiplication qui est gamma, qu'on appelle le deuxième coefficient de tension. Il faut utiliser pour déterminer, parce que finalement l'ingénieur ou bien l'exploitant d'un appareil de tension, ce qui l'intéresse, c'est que dans un appareil à isolation en gaz, quel est le seuil minima pour lequel je peux utiliser mon matériau sans risque d'avalanche. Donc c'est cette théorie d'avalanche qui a été utilisée par Paschen pour déterminer une relation entre ce qu'on applique, la tension appliquée, et les paramètres tels que la pression, la distance entre électrodes. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Paschen, qui est donnée par cette expression. Donc dans cette loi, on retrouve des termes, des constantes pour un gaz donné, et des fonctions f de PD, qui est une fonction de la pression et de la distance interélectrode. Donc ce qui m'intéresse, c'est dans un gaz donné, finalement, à quelle tension, dans des conditions données, je peux aller sans amorcer une avalanche. Donc cette loi de Paschen, je vous le donne à titre d'exemple. Vous voyez ici, finalement quand la tension diminue, ou quand la tension... Finalement, quand le produit pression distance tend vers zéro, la tension ne tend pas vers l'infini, puisqu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent causer une avalanche, autre que le phénomène d'ionisation. Et si la condition d'apparition telle qu'elle est définie par la loi de Paschen est une condition nécessaire mais non suffisante, puisque quand l'avalanche finalement elle est amorcée par un agent ionisant qui est le champ électrique, par exemple, ou un rayonnement quelconque, mais la deuxième condition, il faut qu'il y ait un ion présent. Donc si vous voulez, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un électron germe favorablement placé, c'est-à-dire placé dans un milieu où existe le champ électrique. Donc c'est une condition qui reste nécessaire mais non suffisante. Et la deuxième chose, c'est que l'expression de la loi de Paschen elle a été déduite avec l'hypothèse que gamma, deuxième coefficient de tension, est supposé constant, alors que ceci n'est pas vrai, surtout pour les distances interélectrodes. Les phénomènes peuvent être plus ou moins différents suivant que vous agissez sur les faibles distances ou les distances relativement élevées. Et il faut dire que cette loi a été vérifiée pour des distances jusqu'au dixième de millimètre et pour des pressions de l'ordre de 10 atmosphères. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu l'aspect fondamental du claquage des gaz. Un aspect pratique qui est la manifestation de ce claquage des gaz, c'est l'effet couronne. Donc qu'est-ce que c'est que l'effet couronne? C'est un effet d'effluve qui apparaît autour des conducteurs portés à la haute tension. Donc finalement, c'est un phénomène d'ionisation d'une zone ou du gaz autour d'un conducteur porté à une très haute tension. C'est ce qu'on appelle justement l'effet couronne. Cet effet couronne dépend d'abord de la géométrie des conducteurs portés à la haute tension, donc leur forme, leur irrégularité. Il dépend aussi de l'environnement, surtout de la pression, l'humidité et de la pollution. À titre d'exemple, dans une ligne aérienne isolée à l'air, une ligne monophasée, la tension d'apparition de l'effet couronne est donnée par cette expression, dans laquelle on retrouve le terme ED0, qui est le champ disruptif, c'est le champ d'ionisation de l'air, qui est de l'ordre de 3 MV par mètre en valeur sous tension continue, et de 2,12 MV efficace par mètre pour les tensions alternatives. On retrouve un terme qui dépend aussi, c'est ce qui sont des coefficients de correction de pression et d'humidité, le KH et le KP. Un terme qui dépend de la forme du conducteur, donc de son irrégularité. Un facteur de pollution, qui dépend du niveau de pollution dans lequel est placé ce conducteur. Et les paramètres géométriques, qui sont le rayon du conducteur et la distance conducteur-terre. Donc c'est ce qui définit la configuration du champ par rapport à cette terre. Bien sûr, cet effet couronne se manifeste sous différentes formes. D'abord, il y a une manifestation optique, c'est-à-dire que de temps en temps, par zone de pluie et au niveau à proximité d'une ligne de transport de très haute tension, on voit des couronnes lumineuses qui ne sont autres que par ionisation, vous avez formation d'un plasma autour d'un conducteur et donc une émission d'un effet optique
qui n'est autre que la manifestation optique de l'effet couronne. Une deuxième manifestation, c'est une manifestation acoustique. Donc, au passage d'une ligne très haute tension, surtout par zone humide, vous avez un perpitement qui n'est autre qu'un phénomène acoustique de l'effet couronne. Ce phénomène est un facteur nuisible. Il a surtout des actions néfastes sur le tissu biologique. Et des travaux ont été faits des tests ont été faits sur des animaux où à proximité des lignes de transport de haute tension, vous avez des troubles cardiaques et certaines même destruction de certains tissus biologiques dus justement à l'effet couronne. La troisième manifestation de l'effet couronne, c'est sa manifestation sous forme de perte. Elle constitue des pertes d'énergie. Pour ça, il y a des équations empiriques qui peuvent permettre de déterminer dans une ligne de transport le niveau de perte dû à l'effet couronne. Une autre manifestation, l'effet couronne agit comme un émetteur haute fréquence, puisqu'on a dit finalement l'effet couronne c'est une ionisation, donc c'est des microdécharges qui peuvent apparaître à des fréquences relativement élevées, donc il agit comme émetteur de fréquence qui peut perturber toute communication radiophonique ou des réceptions d'autres sortes. Donc il agit comme un émetteur haute fréquence. Il y a un effet quand même assez bénéfique de l'effet courant qui a été mis en évidence il y a quelques années de ça, c'est un effet d'amortisseur. L'effet couronne, il a